Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc je suis Farton. Je suis hyper heureuse de vous retrouver ce soir pour vous présenter le nouveau livre de Nicolas Framont. Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, qui, j'espère, vous aidera à ne pas vous réconcilier avec les lundis et les dimanches soirs d'angoisse. Donc on va commencer par son auteur. Donc Nicolas, toi tu es sociologue et rédacteur en chef du média Frustration Magazine. Je te laisse te présenter et nous raconter un peu pourquoi tu as écrit donc ce livre et ce qui t'a motivé et nous donner un peu de contexte. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ce soir pour la sortie du bouquin. Ça me fait très plaisir. Merci au Point Éphémère de nous accueillir. C'est la première fois qu'on fait un événement là et ça a l'air chouette. Donc Farton, tu es responsable vidéo à Frustration Magazine. C'était important de préciser. Et tu as accepté un peu à la dernière minute d'ailleurs d'animer cette discussion. Donc merci beaucoup. Donc je m'appelle Nicolas, je suis rédacteur en chef de Frustration Magazine. Pour me présenter, voilà, et peut-être un truc qui est intéressant pour parler de ce livre, c'est qu'aussi en freelance, je suis formateur et expert pour les CSE, donc les comités sociaux et économiques. Et donc c'est un boulot où concrètement je vais dans pas mal d'entreprises privées, d'entreprises publiques, d'associations pour former sur les questions de santé au travail et pour faire des expertises sur les conditions de travail, la santé au travail et l'organisation du travail. Et ça fait plusieurs années que je fais ça et ça a particulièrement nourri l'écriture de ce livre, en plus de tout le travail qui a été fait à Frustration Magazine. Et précisons que ce livre, il est nourri d'autres lectures, évidemment, de tous les gens qui travaillent sur ces sujets ces derniers temps, des nombreux témoignages, que ce soit reçus dans le cadre de Frustration Magazine, d'amis, de familles, et puis d'articles creusés par d'autres membres de Frustration Magazine qui sont présents ici ce soir. Voilà un petit peu pour les grandes lignes. Super, je te propose d'attaquer dans le vif du sujet. Le premier chapitre, tu y dresses un historique en fait des violences au travail et de la domination au travail. Déjà, pourquoi ça t'a semblé important de faire ce point historique et est-ce que tu as des points vraiment importants à relever de ce dernier avec nous ce soir? Oui. Je réalise que d'ailleurs j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de ta première question, qui était pourquoi, parce que du coup pourquoi le point historique, mais aussi pourquoi ce livre. Et ça me semble important d'en parler avant même de parler de pourquoi il commence par une partie historique. L'explication un peu classique faite auprès des journalistes, c'est de dire la souffrance au travail, c'est un sujet qui monte, il y a de plus en plus de souffrance au travail, il y a de plus en plus de burn-out, il y a un mal-être. Souvent ils emploient ce terme mal-être un peu euphémisant. Et voilà, c'est un énième livre qui parle de ce sujet-là. Mais si j'ai voulu travailler sur le travail, c'est déjà, sur la domination au travail, on verra pourquoi c'est important d'en parler en ces termes. C'est d'abord parce qu'effectivement c'est un sujet qui crée beaucoup de souffrance et j'en ai été beaucoup témoin. J'en ai aussi été victime d'ailleurs et je parle aussi de choses qui me sont arrivées dans le livre, mais je crois que ça vient aussi d'une colère et d'une rage de voir des gens souffrir à ce point alors qu'ils rendent un service à des employeurs. Donc ça déjà il y avait cette injustice. Et puis il y a quand même quelque chose aussi qui est important dans le contexte actuel. C'est qu'on vit une période où on a vécu un coup d'État, certes légal, mais un coup d'État quand même du président de la République. On vit sous maintenant un régime autoritaire avec une majorité centre-droit, extrême droite. Et face à ça, on ressent tous un gros sentiment d'impuissance. Il se trouve qu'une des clés, l'histoire nous le montre, pour reprendre le pouvoir, c'est de reprendre le pouvoir sur le travail, c'est de bloquer des pays grâce à notre condition de travailleuses et de travailleurs. Et donc en fait, en parlant du sujet de la souffrance au travail, j'essaie de parler de comment on reprend le contrôle sur le travail, et reprendre le contrôle sur le travail, c'est potentiellement reprendre le contrôle sur le pays. Et puis sur le reste de la société. Donc ça, c'est qu'en fait, c'est une des clés potentielles pour réussir à renverser la situation, et c'était important. Et pourquoi ça commence par une partie historique? Donc la partie historique, c'est un peu sur, je sais plus quel est, le titre, c'est l'invention de la domination au travail.
Moi, j'aime bien commencer par des parties historiques dans les bouquins, et j'aime bien quand il y a ça dans les livres, parce que le détour par l'histoire permet de dénaturaliser une situation. En fait, quand on vit à une époque, on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont parfaitement naturelles, normales et inévitables, incontournables, qu'on peut pas faire, on peut pas avoir de société qui fonctionne autrement. Et le détour historique, il est très intéressant parce qu'il permet de se rendre compte que il existe d'autres possibles. Déjà que les choses auraient pu se passer autrement. Bon, il se trouve qu'elles ne sont pas passées comme ça, mais le fait de savoir que ça peut se passer autrement, ça nous permet d'avoir une autre vision de la nature humaine, si tant est que ça existe. En tout cas, que les choses peuvent se passer autrement. Que par exemple, il est possible de travailler sans domination, sans violence. Tout ça, c'est possible. Alors après, effectivement, c'est très loin du travail tel qu'on le connaît. Et certains d'entre vous diront même, c'est peut-être pas vraiment du travail. Peut-être que le mot travail est intrinsèquement lié à cette condition-là. Mais ça, c'est important. Et il y a un livre auquel je rends hommage particulièrement, qui m'a vraiment énormément aidé. C'est le livre « Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité » de David Graeber, qui est un anthropologue, et de David Wengrow, qui est un archéologue. C'est une espèce de livre immense que j'ai mis 3 ans à lire, donc je pense que j'en suis trop fier. Mais il est très très gros parce que c'est une somme de connaissances archéologiques et anthropologiques qui explique que toute l'histoire des débuts de l'humanité telle que on nous l'a racontée est plutôt mensongère. On nous a fait en fait une histoire qui justifie la société actuelle. On nous a dit en gros, au début de l'humanité, les humains c'était des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en petits groupes, ils faisaient pas grand-chose d'intéressant, ils faisaient pas grand-chose de grand. Et puis ensuite, heureusement, il y a eu l'installation d'agriculture et puis il y a eu la mise en place des États. Et il s'est mis à y avoir des chefs, des hiérarchies, une division du travail. Et là, l'histoire est devenue intéressante. Et ce qui est très fort dans ce livre, c'est qu'il nous montre qu'il existait des sociétés sans État tels qu'on les connaît, sans hiérarchie telle qu'on les connaît, qui étaient parfois des sociétés non agricoles, c'est-à-dire des sociétés de chasseurs-cueilleurs et de chasseuses-cueilleuses, et qui étaient des sociétés qui mettaient beaucoup moins le travail au centre de leur vie et qui mettaient beaucoup moins la hiérarchie au centre de leur vie. Ça ne veut pas dire que c'était des paradis. Par ailleurs, il y avait d'autres problèmes, c'était pas génial, et le détour historique, c'est pas dire que c'était mieux avant, c'est juste dire que c'était différent, et que donc on peut fonctionner en tant que groupe humain différemment. Que ces fameux chasseurs-cueilleurs, ils construisaient aussi des villes, ils faisaient aussi des œuvres d'art, ils faisaient aussi société, mais différemment. Et le pouvoir arrivait différemment. Et ce qui est un peu tragique quand on lit ce genre de livre, c'est de voir à quel point les sociétés capitalistes occidentales ont détruit les autres possibles de l'humanité. Concrètement, la colonisation et le génocide des peuples autochtones d'Amérique du Nord, par exemple, ça a été la destruction d'autres possibles dans les rapports humains, dans des sociétés qui étaient moins autoritaires, moins hiérarchiques. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient parfaites, il pouvait y avoir des coutumes qui pouvaient nous sembler vraiment nulles à l'heure actuelle, mais encore une fois que les choses se passaient différemment. Et que le modèle européen, du capitalisme européen, a imposé des sociétés très hiérarchiques. Et le tragique de tout ça, c'est que même dans des environnements qui ne sont pas soumis à la logique capitaliste, eh bien, il y a un réflexe hiérarchique. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'associations où il n'y ait pas des chefs. Il n'y a pas beaucoup de partis politiques de gauche où il n'y ait pas de chefs. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et globalement, le réflexe hiérarchique et le réflexe de la violence au travail s'est imposé dans tous les milieux. Et le livre, il vise à montrer que ça peut se passer autrement et à montrer comment on en est arrivé là, parce que si on a le mode d'emploi de comment on s'est retrouvé là-dedans, on aura peut-être le mode d'emploi de comment on peut en sortir. D'où cette partie historique. Ok, donc tu viens de nous parler de hiérarchie systémique. Moi, j'aimerais rebondir sur ça et te parler un peu des chefs. Tu dis dans le livre qu'en fait, la plupart des gens considèrent que leur chef est nul et que tout simplement, ils ne sauraient pas faire leur taf. Ce que j'ai déjà ressenti moi personnellement et ce que je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti ici. Et toi, tu normalises en fait cette vision-là. Pourquoi toi, ça t'a semblé complètement normal ? Alors, en fait, oui, il y a des études qui ne sont pas trop mises en avant, évidemment. En gros, quand il y a des études qui sont faites, alors il y a une étude qui a été faite par la CFDT, d'autres par différents instituts de sondage. Énormément de la presse patronale fait beaucoup d'études là-dessus. Que pensez-vous de votre chef? Quelles sont les qualités inspirantes de votre chef? Est-ce que votre chef a du leadership, etc. C'est pas des études super faciles à lire du fait de la façon dont les questions sont posées. Mais globalement, la plupart des gens pensent que leur chef ne leur apporte pas grand-chose, voire leur nuit. Et surtout, une majorité écrasante de gens, et ça je trouve c'est le résultat le plus intéressant, pensent qu'ils feraient mieux le travail de leur chef s'ils étaient à leur place. Alors on pourrait se dire c'est ça simplement le fait de vouloir être calife à la place du calife, mais non, c'est parce qu'en fait c'est pas du tout évident. En fait le rôle des chefs est pas du tout évident. Le rôle des chefs il est sacralisé
et il est rarement interrogé, et on met rarement de mots sur ce qu'ils font, en fait. Ça sert à quoi, un chef, véritablement, au travail? Parce qu'un chef de guerre, on voit à peu près à quoi ça sert, et on voit bien quelle mission macabre ils ont depuis le début de l'humanité. Le chef de guerre, il est là pour obliger des soldats à aller se faire tuer. Mais le chef au travail... il y a une explication assez simple, donc je retrace historique, c'est que les chefs au travail, ça vient des contremaîtres qui sont eux-mêmes héritiers des surveillants dans les plantations d'esclaves. Le chef d'abord, c'est quelqu'un qui fait en sorte de contraindre les gens à donner de leur énergie et à en donner le plus possible. Et ensuite, on a recouvert tout ça de notions positives et on a changé les termes, on les appelle des responsables, on les appelle des managers. Mais ce qui est intéressant, l'expérience que moi j'ai faite dans les expertises par exemple, c'est que concrètement c'est des entretiens avec des salariés, et parmi ces salariés, ça peut être des entretiens avec les directions, donc vraiment les gens qui sont tout en haut, puis les gens qui sont intermédiaires, donc les petits chefs. Et ce que j'aime bien, c'est demander aux gens, c'est pas pour moquer d'eux, c'est parce que c'est intéressant pour comprendre leur travail, de demander vous faites quoi? C'est quoi votre rôle de manager? Et ce qui est impressionnant, c'est le nombre de managers qui savent pas vraiment me répondre, qui ont en fait des formules bateau très creuses. Donc ils disent moi je suis référent, je manage. Encore une fois, c'est pas ça. Il y en a. Alors il y a des nouveaux termes à la mode. Je fais grandir mes équipes. Je les fais grandir. Ça c'est une explication un peu paternaliste, familiale. Bon, a priori, c'est plutôt des gens majeurs, donc il n'y a pas forcément à les faire grandir. Donc il y a plein de petits termes comme ça qui sont complètement creux. Et en fait, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Et c'est normal finalement que ça soit frustrant. Et je dirais que surtout, les chefs mentent en permanence sur ce qu'ils sont vraiment. Il y a une sorte de mythologie qui s'installe, qui cherche à... Parce qu'encore une fois, la raison d'être des chefs dans une économie capitaliste, c'est en fait de faire en sorte que les actionnaires se gavent le plus possible. C'est ça leur rôle. Mais en fait, c'est pas comme ça que les choses sont dites. Donc on va employer tout un tas de formules. Je suis responsable, je suis référent, je suis en protection de mes équipes. Voilà. J'organise leur travail, etc., etc. Donc ça, c'est... Je sais plus quelle était ta question du coup. Ma question, ça portait sur le fait que les gens, en fait, ne considèrent pas leur chef et même trouvent qu'il leur nuit et qu'il ennuie. Bah oui. Et moi, ce que tu me dis, ça me fait vachement penser à des techniques managériales qui impliquent en fait de créer tout le temps une espèce de verticalité, de tout le temps mettre les gens au-dessus des autres pour qu'il n'y ait aucune horizontalité, aucune fraternité, aucune façon de s'organiser en entreprise. Et ça, ils le font vachement. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'on place des gens qui ne savent pas en fait pourquoi ils sont là. Oui, voilà. Ah oui, parce qu'en fait, la question derrière, c'est... alors tout à l'heure, c'était marrant, j'étais invité à une sorte de podcast d'un magazine de management un peu. Il y a eu un petit erreur de casting, mais bon, c'était rigolo. Et du coup, j'avais beaucoup de questions, genre c'est quoi les qualités d'un chef Je dis ça, la journaliste était très sympathique, donc je veux vraiment pas... mais bon, c'était un peu décalé, je pense qu'elle l'a ressenti, parce que moi, du coup, je fais des réponses de type, la qualité d'un chef, c'est de pas être chef, en fait, c'est... donc bon, compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est donc qu'il y a toujours une invention de sens, parce que le vrai sens de chef, en fait, il est vraiment catastrophique. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a ce mythe de la compétence, alors qu'en réalité, ce qui fait que globalement, dans une organisation, on va être promu comme chef, c'est pas tant la compétence, c'est pas parce qu'on sait bien faire le travail de ses subordonnés, c'est parce qu'on est loyal à la chaîne hiérarchique. Les chefs, les petits chefs, c'est les envoyés des grands chefs. C'est pour ça qu'ils le sont. C'est pas parce qu'ils sont particulièrement bons dans leur domaine. Donc ça, c'est vraiment une première chose. En fait, c'est la loyauté au système qui va faire d'abord que vous êtes chef, et à partir de là, vous devez mettre en place ce que j'appelle, mais je n'ai sans doute pas inventé, une dramaturgie hiérarchique. C'est-à-dire que les chefs, pour montrer qu'ils ont des raisons d'être chefs, ils organisent toute une scénographie qui est très longue, très fastidieuse. Par exemple, les réunions. Voilà, là, pareil, c'est des magazines de management eux-mêmes qui disent que, je sais plus, 2/3 des réunions sont inutiles au travail. Mais il y en a autant parce que les chefs, ils ont besoin d'endroits où ils peuvent performer leur rôle de chef. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ils étaient très paniqués dans les bureaux par le télétravail. Parce que le télétravail, les chefs, tout d'un coup, en 2020, ils savaient plus comment être chef, quoi. Parce qu'en fait, ils sont habitués à performer leur rôle de chef, à être méchants, ou à être passif-agressif. Enfin, tout ça, vous pouvez le faire en réunion. En visio, c'est déjà un peu plus compliqué. Ne vous inquiétez pas, ils se sont adaptés très vite. Et ensuite, les gens ont appris à être passif-agressif, cassant, humiliant, vexant,
en visio aussi. Donc la dramaturgie hiérarchique, son rituel clé c'est la réunion, mais c'est aussi d'avoir l'air pressé constamment, c'est d'avoir l'air toujours hyper occupé, de partir faire des déjeuners sans dire où on va, ce genre de choses. Voilà. Et donc en fait, pourquoi tout le monde a l'impression que leur chef est nul? Parce que c'est toujours un peu une fraude cette histoire, quoi, globalement. Enfin, dans 9 cas sur 10, c'est une grosse fraude. Et donc ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à masquer cette fraude-là, quoi, en fait. Tu dis pressé, moi ça me fait penser à l'urgence qu'on met dans toutes les tâches qu'un chef demande. En fait, peu importe ce qu'on te demande, c'est urgent. Et ça aussi, c'est une énorme mascarade. Rien n'est urgent, finalement. On soigne aucune maladie grave. Rien n'est urgent. Voilà. Alors, j'ai une copine qui dit toujours ça va, on soigne pas des bébés à cœur ouvert. Et j'aime bien cette expression parce que, vu comme ça, c'est vrai que la plupart des choses, dans la plupart des métiers, c'est pas très urgent. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir les méthodes managériales qui consistent à mettre de l'urgence là où il n'y en a pas. Parce que qui dit urgence dit contrôle. Qui dit urgence dit impossibilité pour les gens de penser, impossibilité pour les gens de contester, impossibilité pour eux de s'organiser. Donc en fait, les techniques managériales qui mettent de l'urgence sont pensées comme telles. Et il n'y a pas longtemps, moi j'aime bien m'intéresser aux formations des managers. Parce qu'en gros, les entreprises, particulièrement dans le privé, mais c'est aussi dans le public, dès qu'il y a un problème, à tout problème, il y a une nouvelle formation. Donc les managers sont tout le temps formés, ils ont des webinaires et tout. C'est un secteur très lucratif, la formation, parce que ça demande peu de matières premières. Donc, il y a toujours des formations pour tout. Moi, j'essaie de comprendre le contenu de ces formations. Et ce qui est hallucinant, une fois, j'ai entendu un exemple comme ça. La formation, c'était apprendre à créer un sentiment d'urgence pour vos collaborateurs. Parce qu'évidemment, ils disent collaborateurs et pas subordonnés. Et tu vois, du coup, c'est complètement fictif. Là, il n'y a pas longtemps, dans une formation, j'ai appris qu'il y avait une formation pour les chefs. Comme c'était une entreprise où il y avait beaucoup de violence et de harcèlement moral, il y a eu une formation harcèlement moral pour les chefs. Et en fait, la formation, ils m'ont expliqué, c'était plus comment harceler moralement sans se faire prendre, quoi. Donc vraiment, c'est un peu ça. Et donc le sentiment d'urgence, ça en fait partie. Le fait de faire surtravailler les gens, c'est pas simplement pour les rendre plus performants, parce qu'on sait tous que c'est pas performant de surtravailler, c'est pour les tétaniser, pour les rendre fatigués. C'est plus facile de contrôler des gens fatigués que les gens en forme, en pleine possession de leurs moyens, etc. Et il n'y a pas longtemps, il y a un bouquin pareil que je recommanderais. Alors c'est pas lui, je le prends, mais c'est pas lui. C'est un livre de la sociologue Judy Pagis. Elle a travaillé sur, ça s'appelle Le Prophète Rouge. C'est une enquête vraiment passionnante de sociologie et d'histoire sur un leader charismatique d'un mouvement maoïste dans les années 70. Vous allez me dire quel rapport? C'est que c'est vraiment un livre sur l'emprise et sur l'emprise charismatique, l'emprise d'un chef. Et à un moment, elle raconte un détail. Elle parle de ces réunions. Donc c'était une sorte de communauté de maoïstes qui était sous l'emprise d'un leader. Et ce leader, notamment, une de ses techniques, c'était de faire des réunions à rallonge qui duraient toute la nuit. Et le lendemain, il devait aller bosser. Et en fait, elle explique que c'était vraiment, consciemment, une technique pour... Donc c'était de la torture, en fait, parce que les gens, ils étaient obligés de rester en réunion, ils s'endormaient, on les réveillait et tout. Enfin, le livre met très mal aussi pour ça. Mais parce qu'en fait, la privation de sommeil, c'est une façon de briser la volonté de quelqu'un. Donc la privation, l'urgence permanente, le fait de demander en permanence des choses, c'est pas tant parce que les gens ont vraiment besoin du dossier tout de suite maintenant, c'est pour les maintenir sous pression. Et il y a un truc encore plus pervers. Enfin, c'est pas plus pervers, là, tout ça, et c'est pervers globalement. J'ai appris ça là, récemment lors d'une formation dans une entreprise de 500 salariés. Une manager m'expliquait qu'une des tactiques pour mettre les gens sous pression, c'est de créer des clients internes. Donc, avant, on avait des clients. Donc on a des clients externes, et le client, on sait qu'il ne faut pas le faire attendre. Donc on va dire, là, il y a un client qui attend sa commande, il faut que tu te presses. Ça, on voit tout ce que c'est. Mais maintenant, pour mettre encore plus ces gens sous pression, ils créent des clients internes. C'est-à-dire que l'autre service de ta boîte, c'est plus un autre service de ta boîte, c'est un client. Donc lui aussi, tu dois le satisfaire très vite. Lui aussi, il ne peut pas attendre. Et donc en fait, c'est une méthode d'optimisation, soi-disant, de la productivité d'entreprise, mais c'est aussi et surtout une méthode de contrôle et de mise sous pression par l'urgence. Merci beaucoup. Tu viens de parler de plein de biais pour dominer au travail. Et dans le bouquin, tu fais des liens entre colonialisme, capitalisme et patriarcat. Est-ce que tu peux nous les expliciter? Oui, alors c'est un livre... En fait, ce qui est un peu vertigineux quand on parle d'un sujet comme le travail, c'est que c'est vraiment un sujet qui appelle énormément qui a énormément de problématiques différentes. Et on ne peut pas parler de tout, mais en fait, quand j'ai fait cette histoire de la domination au travail, quand je l'ai fait, en fait, j'ai lu des livres qui en parlaient, je ne suis pas historien, mais j'ai essayé de synthétiser tout ça.
Ce qui est frappant, et j'en parlais déjà dans mon précédent bouquin, et on essaie d'en parler le plus possible dans Frustration Magazine, c'est quand même le lien très fort entre capitalisme et colonialisme, voire de se dire vraiment, et ça maintenant les historiens le disent, il y a un consensus scientifique là-dessus, sur le fait qu'il n'y aurait pas eu de capitalisme possible, d'industrialisation de l'Europe possible, s'il n'y avait pas eu la traite et le commerce triangulaire. C'est-à-dire que sans crime contre l'humanité, pas de capitalisme possible. Ça a permis ce qu'on appelle l'accumulation primitive de capital. C'est-à-dire le capital qui a pu être investi dans l'industrialisation, il a été fait par plusieurs phénomènes horribles consécutifs, le génocide des peuples d'Amérique et la traite négrière. Et tout ça, ça a rapporté énormément de capitaux à une classe naissante qui était la bourgeoisie et qui a pu prendre le pouvoir et avoir la mainmise économique sur le monde là-dessus. Donc ça fait partie des choses que je mentionne. On pourrait parler aussi, j'ai pas eu le temps de, je sais pas à quel point je le développe dans le livre, mais du fait que le racisme au travail joue un rôle dans la domination au travail, qu'on a des divisions du travail qui sont raciales et que ces divisions du travail raciales entretiennent. Enfin, que le racisme entretient une domination entre les travailleuses et les travailleurs. Ça fait un moment que ça dure. Ce qui est intéressant, et pareil, ce que j'ai pu voir, c'est que dans des entreprises multinationales, particulièrement qui ont des racines particulièrement coloniales, comme les entreprises pétrolières, on a des salariés, des managers qui sont eux-mêmes racistes, parce qu'il y a une division du travail mondiale qui est raciste, par exemple, qui est une division qui crée une infériorité. Par exemple, avoir des services informatiques très bas de gamme en Inde, ça conduit concrètement à des blagues racistes envers les Indiens et les Indiennes. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir. Enfin, globalement, de voir le lien entre le racisme fait tenir quand même l'organisation capitaliste du travail. Et puis, sur le patriarcat, quand on parle de domination au travail, c'est intrinsèquement lié. La structure hiérarchique du capitalisme, elle est historiquement masculine. Ça, on en avait déjà parlé avec Victoire Toillon la dernière fois qu'on avait fait un événement pour Frustration. Elle, ce qu'elle disait, c'est par exemple, le harcèlement sexuel au travail joue un rôle dans la domination d'une main-d'œuvre moins bien payée, qui est la main-d'œuvre des femmes. Ça joue un rôle d'humiliation, ça joue un rôle d'infériorisation. Et le sexisme au travail permet d'obtenir des hiérarchies encore plus confortables. Et là, c'est frappant. Récemment, j'ai vu une entreprise où il y avait énormément de sexisme, que ce soit des actes ou des propos. Et c'était fou de voir comme, par ailleurs, c'est aussi une entreprise très hiérarchique qui met énormément sous pression ses salariés, et où le sexisme sert la domination au travail très fort, quoi. Donc en fait, c'est juste pour expliciter le fait que la presse patronale, par exemple, va avoir tendance à prendre ses problèmes isolément. Donc on va parler du fléau du sexisme au travail, on va faire des formations là-dessus. On va parler du fléau du racisme au travail, et encore on n'en parle pas vraiment, et on va en parler comme un problème de société. Et en fait on ne va pas lier ces sujets entre eux, et du coup on va louper la racine commune qu'il faudrait détruire, quoi. Et pareillement, on va avoir tendance, ça c'est une accusation politique que je fais, à opposer par exemple les sujets liés au travail. On va dire moi je suis la gauche qui parle du travail, et puis à côté de ça, on va mettre la gauche qui parle du sociétal. Mais en fait, cette division est complètement fictive. Parler du travail sans parler du sexisme et du racisme, c'est pas vraiment parler du travail, quoi. Oui, il me semble que Victoire mentionnait aussi le fait que de tenir les femmes sous sexisme constant au travail permettait de maintenir des inégalités de salaire et des choses odieuses comme ça. Parler aussi du travail du care, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Et elle en disait pas mal de choses. Elle disait que par exemple le care était un travail uniquement féminin. Ouais. D'ailleurs, et donc ça c'est donc sur la question du travail au sens large. Quand on parle du travail au sens large, on ne peut pas parler du travail domestique. Donc le travail domestique, il reste encore très largement confier, le terme est gentil, aux femmes, et donc il permet, donc les femmes assurent ce travail-là qui est essentiel à la survie du capitalisme. On a besoin de travail domestique pour que les gens aillent travailler, en fait, tout simplement. Donc on surexploite les femmes pour ça, donc c'est elles qui font tourner la machine. Et le travail du soin, effectivement, est confié aux femmes. Et ce qui est frappant, c'est qu'il l'est aussi même dans des petites manifestations courantes de la vie d'entreprise.
dans la vie d'entreprise, je dis entreprise, mais c'est aussi association, service public, il y a plein de choses qui servent à fluidifier les rapports sociaux, organiser les pots de départ, organiser le cadeau pour un tel qui part à la retraite ou qui s'en va, etc. Franchement, 9 fois sur 10, c'est les femmes qui s'en occupent. Donc ça reste super vrai. Donc en fait, il y a une exploitation de leur... donc ça, c'est Silvia Federici qui dit... ils disent que c'est de l'amour, nous on dit que c'est du travail. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas le terme juste, mais elle a une formule un peu choc comme ça. Et c'est exactement ça. En fait, il y a énormément de travail invisible, donc non reconnu, donc non payé, évidemment, qui est confié aux femmes, et donc ça en fait partie. On parle beaucoup de grosses boîtes, de salariat, de privé. Est-ce qu'on peut être exploité en dehors de ces structures-là quand on ne travaille pas dans le privé, ou alors quand on est freelance, quand on est fonctionnaire, ces choses-là? Voilà. Donc voilà, la réponse est oui, parce que... Mais ça, je trouve que c'est un problème auquel on est confronté quand on travaille dans ces secteurs-là. C'est que, en gros, on n'entre pas directement dans la théorie marxiste, quoi. Donc on est un peu coincé, on se dit est-ce que c'est de l'exploitation, sachant que je suis dans une association à but non lucratif, par exemple. Donc qui dit à but non lucratif, dit pas d'exploitation, pas d'actionnaire, tranquillou. Dans le service public, c'est pareil, hein, après tout, c'est étatisé, c'est socialisé. Donc il n'y a pas d'extraction de la valeur par des actionnaires. Et en fait, ça veut dire que si on a cette vision restrictive de l'exploitation au travail, en fait, une bonne partie des salariés français sont pas exploités, hein, si on prend une définition très restrictive de ce qu'est l'exploitation. Donc ça veut dire que c'est juste des gens qui se comportent mal, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'exploitation dans un sens plus large. Donc l'exploitation, c'est le fait de se faire voler une partie de son travail pour les actionnaires qui vont se faire du profit. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision du profit qui ne soit pas uniquement financière. Enfin, le profit, c'est financier, mais ce que je veux dire par là, une vision d'exploitation qui n'est pas uniquement financière, c'est concrètement, vous travaillez dans une association. Les associations rivalisent d'ingéniosité pour mal payer les gens quand ils sont payés. Mais à côté de ça, vous avez quand même une petite oligarchie associative qui retire des gains. Et les gains, ils sont de diverses natures. Ils sont de nature salariale. Globalement, il y a toujours de grosses disparités de salaire, hein, que ce soit dans le public, dans l'associatif, dans les petites entreprises, etc. Mais il y a aussi tous les gains symboliques. C'est qui va avoir son nom mis en avant, qui va être remercié pour avoir fait tout ce travail, qui va aller dans des congrès internationaux, défendre le point de vue de l'asso, etc., etc. Donc en fait, il y a des formes de vol de son travail qui ne sont pas forcément liées au profit d'actionnaires. Donc ça, c'est très important. Et quant au service public, là, il y a un lien qu'il faut faire aussi. Mais c'est aussi valable pour les milieux culturels, etc. Le discours du service public, c'est pas pareil. On va pas vous dire il faut faire de plus en plus d'argent pour l'actionnaire, on va vous dire il faut dépenser de moins en moins d'argent. Mais si les services publics doivent dépenser de moins en moins d'argent, et donc ça se fait au prix de l'exploitation de la main-d'œuvre du public, donc le fait de travailler, d'être de moins en moins payé parce que les salaires ne sont pas revalorisés avec l'inflation, le fait de ne pas avoir d'avancement de carrière, le fait d'être en sous-effectif constant. Pourquoi ça existe comme ça en France? On le voit très bien en ce moment, parce qu'on a des gouvernements qui choisissent de donner 200 milliards par an aux entreprises privées d'argent public pour en retirer à l'éducation nationale et au système de santé. Donc en fait, il y a bien une exploitation au profit d'actionnaires dans le public, c'est juste qu'elle est plus indirecte, parce que en fait, elle se fait par économie et pas par dégagement de profit. Et en fait, c'est aussi valable dans le secteur associatif. Le secteur associatif, depuis le début des années 2000, il a été mis en concurrence pour correspondre à des normes établies d'économie budgétaire sur le dos d'un certain nombre de causes. Ce sont les salariés et les bénévoles, et surtout les usagers qui en payent le prix. C'est valable aussi dans le public. Et tous ces sacrifices sont faits pour la classe bourgeoise qui s'enrichit. Encore une fois, je le répète, vous connaissez sans doute cette stat. En 10 ans, les 500 familles les plus riches de France ont vu leur fortune multipliée par 3. C'est quand même, je ne sais pas si ça vous a fait ça ces 10 dernières années, mais globalement, c'est plutôt pas ce qui s'est passé. Et ce phénomène énorme, et là encore, c'est que c'est que le sommet de l'iceberg, les 500 familles, est rendu possible parce que les services publics sont de moins bonne qualité, parce que les gens dans les services publics sont moins bien payés et sont en sous-effectif, parce que les salariés du privé se font exploiter, parce que les salariés d'associatifs ou des secteurs culturels ont de moins en moins de subventions, etc., etc. Donc à la fin, il y a quand même une racine du mal commune, mais à l'intérieur de toutes ces sphères-là, il y a quand même des gens qui s'enrichissent à tout point de vue sur le dos des autres, et toutes ces hiérarchies-là, elles doivent être dénoncées. Et c'est pas parce qu'on n'est pas directement, et c'est pas parce que c'est pas la World Company qui possède votre asso ou votre entreprise qu'il n'y a pas exploitation, quoi.
Ça, c'est important. Et c'est valable aussi dans la sphère politique. C'est aussi valable quand on est collaboratrice ou collaborateur parlementaire, qui sont des formes d'exploitation particulièrement dans le milieu politique fortes. Parce que là, c'est des gens littéralement qui font toute une partie du travail et leur nom n'apparaîtra nulle part, à part en petit sur le site de l'Assemblée nationale. Ça, vous voyez, c'est une forme d'exploitation symbolique. Vous faites le travail, à la fin, c'est votre député qui signe tout. Moi, j'ai travaillé 2 ans à l'Assemblée et ça m'a vraiment perturbé. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports parlementaires sont signés d'un ou une députée, donc ça va être le rapport machin, et parfois ça va faire date, on parlera toujours du rapport machin pendant des années, voire des siècles, puis en fait derrière le rapport machin, il a été écrit par une fonctionnaire ou un fonctionnaire de l'Assemblée nationale qui s'est tapé toutes ses retranscriptions d'audition, très laborieuse. Il a été relu par les collaborateurs parlementaires qui ont fait toute sa correction politique, etc. Et puis à la fin, ça dépend évidemment des parlementaires, mais globalement, parfois, il est juste signé. Et là, vous voyez, il y a un mécanisme d'exploitation, il y a un mécanisme de dépossession de son travail qui est quand même fort. Et le fait que ça concerne toutes ces forces politiques, y compris à gauche, permet de comprendre pourquoi ce problème n'est pas pris à bras-le-corps, quoi. Parce que, voilà, même dans le camp de ceux qui défendent les travailleuses et les travailleurs, il y a des gens qui organisent une exploitation et qui, pour l'instant, à ma connaissance, ne bossent pas vraiment sur le sujet, quoi. Donc c'est dommage. On va en parler du camp de ceux qui prétendent défendre les travailleurs, les travailleuses. En introduction, tu dis que la gauche ne parle pas assez de travail. Alors, question rhétorique, est-ce que tu es rufiniste? Et dans un second temps, qu'est-ce qui manque dans le discours de gauche selon toi et dans celui des syndicats en général? Ouais, alors, effectivement, ce qui est un peu pénible en ce moment, c'est que ceux qui revendiquent parler pour enfin, ça c'est un peu une dérive, je trouve, c'est que la gauche, même la gauche radicale, c'est un peu scindé en 2 courants, on va dire. On va faire croire qu'il y aurait d'un côté les wokistes qui défendent les minorités, et de l'autre, la vraie gauche qui défend les ouvriers et les employés, comme si ces derniers n'étaient d'ailleurs pas concernés par les questions des wokistes, c'est-à-dire le racisme, le sexisme, etc., etc. Et donc, cette division, je pense qu'à Frustration Magazine, on l'attaque dès qu'on peut, au sens où nous, on a toujours revendiqué d'être un média très porté sur la lutte des classes, mais qui a toujours intégré le plus possible à son analyse, parce que l'analyse de la lutte des classes a besoin d'être actualisée, tous les travaux qui ont été faits sur le féminisme et l'antiracisme, et on a encore beaucoup de travail en la matière. En tout cas, notre volonté, elle est là, et on ne veut pas qu'il y ait cette division fictive de questions, parce que c'est une division qui fait beaucoup de mal, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on devrait choisir entre parler de la lutte des classes ou défendre les minorités. Donc déjà, c'est pas ça. Ensuite, quel est le problème avec la gauche et le travail? Donc c'est Thomas Coutreau, qui est économiste et qui avait fait un livre qui m'avait beaucoup marqué, dont je parle dans l'introduction, qui s'appelle « Libérer de travail, pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi ça doit changer ». Il fait un constat qui est un peu déprimant. Il dit, en fait, sur toutes ces questions d'organisation du travail, ceux qui ont le discours le plus avancé en la matière, c'est le patronat lui-même. Il y a énormément de patrons qui innovent, qui tentent de faire la semaine de 4 jours, qui tentent de faire pas de hiérarchie, il y a même des patrons qui essaient ça, etc. Donc c'est eux qui sont un peu à la pointe de tout ça, mais ils le font toujours à leur sauce, à savoir pour leurs propres intérêts. Donc à la fin, c'est toujours des expérimentations qui tournent court, ou à la fin, c'est les salariés qui en pâtissent. Ça, c'est important, il fait ce constat-là, et il explique que dans l'histoire de la gauche, il y a eu tout un moment où la gauche, certes, a parlé de la question des salaires, donc comment le profit et les ressources sont redistribuées, qui reste une question centrale, surtout à l'heure actuelle. La gauche parle aussi de la question du temps de travail, combien de temps on doit travailler, etc. Là, il y a un clivage droite-gauche qui est très clair. La droite, ils disent qu'il faut qu'on travaille plus longtemps, qu'on en crève, qu'on fasse des semaines de 70 heures. Franchement, c'est ça, ils veulent toujours aller plus loin, qu'on fasse bosser les enfants, donc qu'on travaille plus dans notre vie. Non, mais c'est ça qu'ils font, je rigole pas. Maintenant, avec l'apprentissage subventionné, vous avez plein de gamins de 15 ans, parce que 15 ans, c'est des gamins, qui travaillent et qui meurent au travail, qui meurent dans l'agriculture, qui meurent dans l'industrie, etc. Parce que ça, c'est un des bilans de Macron. C'est des gamins qui meurent au travail. Il faut le dire et le répéter. Ça coûte donc à peu près 20 milliards par an sont donnés pour subventionner les apprentis. Les employeurs n'ont même plus à payer pour leurs apprentis. Et en plus, comme ça leur coûte rien, ils leur font faire absolument n'importe quoi. Et tout ça sans contrôle. Bref, la droite fait ça. La gauche veut réduire le temps de travail. La gauche a toujours, historiquement, s'est toujours battue pour qu'on travaille plus tard dans la vie et qu'on arrête plus tôt dans la vie. Elle a voulu qu'on fasse des semaines plus courtes. Et tout ça, c'est très bien. Et
Le seul point aveugle, nous dit Thomas Coutreau, et j'abonde dans son sens, c'est que par contre, la gauche ne s'intéresse plus trop à la question de l'organisation du travail. C'est comment on travaille, dans quelles conditions, avec quelle structure hiérarchique. Et pour ça, quand on fait l'historique, on se rend compte que c'est un combat qui a été abandonné pour des raisons un peu politiciennes. Par exemple, la CGT, au début du XXe siècle, à travers l'anarcho-syndicalisme, donc vraiment un syndicalisme qui avait vocation à dépasser la société capitaliste, combattait le principe même de la hiérarchie. Il y a eu des grèves très importantes, notamment en 1905 à Limoges. C'est une grève qui avait commencé parce qu'il y avait un contremaître d'une usine, d'une série d'ateliers qui pratiquait du harcèlement sexuel systémique sur les femmes. Et en fait, la CGT à ce moment-là, et les ouvriers et les ouvrières ont organisé des manifestations pour pouvoir virer les contremaîtres, pour avoir le droit de les virer. En fait, quand on voit cette revendication, elle est vachement bien. C'est de dire, il faut que les salariés puissent décider à un moment donné de virer un contremaître. Moi je dirais, il ne faudrait pas qu'il y ait de contremaître du tout, mais c'était déjà quelque chose. Et en fait, à partir des années 30, la CGT, le Parti communiste, s'aligne sur l'URSS. Normal, hein, enfin, je ne vais pas refaire l'histoire de la gauche, mais c'est ça qui s'est passé. Or, l'Union soviétique n'était pas du tout portée sur l'anarcho-syndicalisme. L'Union soviétique, c'est un courant étatiste, productiviste qui l'a emporté. Et ce n'était pas du tout un courant qui était pour abolir les hiérarchies. Au contraire, hein, on n'en parle pas assez, mais dans la plupart des expériences dites socialistes ou communistes du monde, les hiérarchies étaient très fortes, très présentes. Quand bien même, il n'y avait pas d'actionnaires. Il y avait énormément de chefs. Donc en fait, par alignement sur des positions soviétiques, toute une partie de la gauche communiste a arrêté de parler de la question de la hiérarchie, a arrêté de le contester. Ensuite, il y a eu des courants, notamment autour des ancêtres du Parti socialiste, dans les années 70, notamment au niveau des ancêtres de la CFDT, c'est aussi difficile que ça puisse être de croire ça, qui ont prôné l'autogestion. C'est-à-dire qu'eux, ils ont défendu l'idée que c'était aux travailleurs de maîtriser eux-mêmes la production. Donc ils remettaient en cause, pareil, ce principe hiérarchique. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire en ce qui concerne le PS et la CFDT. Je ne vais pas remettre une pièce dans la machine, mais bon, c'est quand même des énormes traîtres, quoi, hein. Donc, voilà où on en est. Ce qui fait qu'en fait, les courants qui tenaient cette question d'organisation du travail en disant il ne s'agit pas simplement de gagner plus, il ne s'agit pas seulement de travailler moins, il s'agit de travailler mieux et sans être en permanence infantilisé, traité comme de la merde et faire en sorte que les travailleuses et les travailleurs se saisissent et puissent décider eux-mêmes. Et je dirais que pour moi, l'avantage, pour finir, c'est que cette discussion, elle a bien des chances de revenir en puissance parce qu'on est face à une limite du capitalisme, qui est la crise écologique, et qu'on va avoir besoin de faire en sorte que les règles de production ne soient plus décidées par les actionnaires eux-mêmes. Parce qu'ils en sont incapables, parce que c'est des gens, ils passent leur temps à vouloir bouffer plus. C'est dans leur nature intrinsèque, en tant qu'actionnaire, pas en tant qu'individu. Hein. Après, je ne sais pas ce qui les concerne. Donc en fait, la question de l'organisation du travail, et que qui décide quoi, et qu'est-ce qu'on fait de notre production, pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, etc., elle revient sur le devant de la scène et donc ça remet en avant cette question d'organisation du travail. C'est pourquoi les forces progressistes doivent s'en emparer, selon moi. J'en profite pour rebondir parce que je t'ai entendu parler des apprentissages et de l'apprentissage en général. Et nous, chez Frustration, on a beaucoup parlé du cas des stagiaires, qui est une autre forme d'exploitation, et même des alternants. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des écoles ou par des formations qui forcent le stage, qui forcent l'alternance sous peine de payer des choses. Ça, c'est vraiment nous, on en a parlé, c'est une forme d'exploitation et de domination à l'état le plus pur, en fait. Je renvoie à l'article de Rob Grams qui s'appelle « Pourquoi il faut supprimer les stages ». On ne va pas y aller par quatre chemins. Les stages, lui, il dit que c'est un mécanisme de bizutage générationnel. Donc le stage, c'est vraiment j'en ai chié, donc t'en chieras. Déjà, super, intéressant. C'est du travail gratuit. C'est complètement dérégulé. Il y a des boîtes qui ont un poste de stagiaire en roulement. Exactement. C'est quand même dingue. Ouais. Il y a ça, c'est dangereux. Et donc, je reprends le cas des apprentis. Ça, c'est aussi, ça c'est un bon gros discours de droite qu'on n'a peut-être pas assez contré, c'est de dire mais il y a des jeunes, ils sont pas scolaires, c'est bien qu'ils puissent bosser pour un patron dès 14 ans. C'est quand même ça. Et donc, c'est bien qu'ils puissent monter sur un tracteur, etc., qu'ils puissent utiliser des machines dangereuses, parce qu'ils sont pas scolaires, tu comprends? Donc, plutôt que de remettre en cause le système scolaire qui fait qu'il y a plein de gens pas scolaires, évidemment, quand on voit ce qu'est le système scolaire, on va aller les faire trimer. Et donc, en fait, vous avez des gens qui sont exploités, franchement, c'est des situations tragiques dont on parle pas assez, parce qu'en fait, comme c'est plutôt des enfants de classe populaire, c'est pas eux qu'on va avoir dans les éco-start.
Si vous ne connaissez pas les EcoStart, je vous le recommande, c'est toujours croustillant. C'est une rubrique sur Internet de jeunes diplômés, de jeunes cadres d'école de commerce qui, après avoir été cabinet de conseil et avoir nui pendant 10 ans, décident de monter une fromagerie végane. C'est ça les EcoStart, toujours. Donc les apprentis ne sont pas dans les EcoStart, mais les apprentis, concrètement, c'est des gens qui, à partir de 15 ans, n'ont plus de vacances scolaires, sont projetés dans la vie d'adulte, à qui on retire leur jeunesse, c'est-à-dire potentiellement l'insouciance, c'est pas trop demandé, potentiellement pouvoir faire des rencontres amoureuses et amicales, tout ça on leur retire le droit. Pourquoi? Parce que c'est des enfants d'ouvriers et d'employés dont on estime qu'ils sont pas scolaires, qui doivent sortir du système scolaire, ils doivent sortir des vacances scolaires, et à la place ils doivent être trimés pour un patron, et c'est vraiment très violent. Moi j'ai eu des gens dans mon entourage qui ont fait ça, c'est violent et triste. Avec en plus un fantasme un peu paternaliste. On va exalter un peu les vieilles guides, les compagnons du Tour de France, etc. On va aller les mettre avec des patrons qui vont leur gueuler dessus parce que c'est bien l'autorité du patron, etc. Vous voyez, ça participe de ce retour à l'ordre moral actuel, quoi. C'est vraiment les jeunes populaires veulent vraiment qu'ils soient sous la coupe d'un patron sexiste. Ça, c'est bien, c'est ça qu'on veut pour eux. Faut qu'ils aient un patron Pascal le grand frère, tu vois, quelqu'un qui structure. Un peu un croisement entre Philippe Etchebest et Pascal le grand frère, quoi. Quelqu'un qui gueule, en tout cas. Ok, donc pour revenir sur les syndicats dont on parlait juste avant, en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui estiment que la CGT est en faute de ne pas appeler à une grève générale. Les syndicats répondent qu'il n'y a pas de bouton magique et que que les gens qui leur parlent en fait sont des gauchos hors sol. Toi, tu te situes comment par rapport à tout ça? Alors moi, longtemps, j'ai été très énervé, comme beaucoup. C'est-à-dire que je comprenais pas, je comprends toujours pas d'ailleurs, hein, mais les stratégies syndicales m'ont beaucoup dépassé. Je trouve que c'est du gâchis, par exemple, d'appeler à une journée de grève. Je trouve que c'est absurde de perdre une journée de salaire pour un truc qui va s'arrêter, auquel les gouvernements sont habitués. Ça crée aucun risque. Ça ne dérange vraiment pas. Alors même qu'on a le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il nous a été donné par Gabriel Attal. Vous vous souvenez de Gabriel Attal? C'était un stagiaire aussi. C'était facile de tracher Gabriel Attal sur son jeune âge, sachant qu'il a bien d'autres défauts. Gabriel Attal, il avait dit, au moment des manifs contre la réforme des retraites, qui ont quand même été les manifs qui ont rassemblé le plus de gens de toute l'histoire sociale du pays, il avait dit « Ok, mais le pays n'est pas bloqué, donc on ne va pas s'arrêter ». Donc il nous a donné le mode d'emploi. C'est-à-dire que pour eux, on aurait beau être 10 millions, si l'économie fonctionne, ça ne les dérange pas. Par contre, si l'économie ne fonctionne pas, ça les dérange. Donc, évidemment, une fois qu'on a une mode d'emploi, on a envie de passer notre vie à interpeller sur les réseaux sociaux nos dirigeants syndicaux préférés et leur dire « bah vas-y, lance ça, la grève générale reconductible ». Là-dessus, j'ai entendu et j'ai regardé et j'ai écouté les arguments des syndicalistes. Et puis aussi, c'est une réalité qu'on voit sur le terrain, le fameux terrain, mais n'empêche que... Et d'ailleurs, il n'y a pas que sur le terrain. Même si on regarde les stats au niveau national, on a beau tourner le problème dans tous les sens. Moins, à peu près 10% des salariés de ce pays sont syndiqués. C'est beaucoup moins dans le secteur privé. Et c'est beaucoup, beaucoup moins dans les moins de 30 ans. Donc, en fait, vraiment, une minorité de la population est syndiquée. Et au risque de briser un mythe que vous n'avez pas, une grande partie des syndicats ne sont pas des syndicats qui veulent bloquer le pays, ne sont pas des syndicats qui veulent être en confrontation avec le patronat. Donc en fait, les syndicats de contestation ou de rapport de force sont minoritaires parmi les minoritaires. Donc effectivement, quand ils disent on n'a pas les moyens actuellement de l'organiser, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Après, je soupçonne aussi, les syndicats, c'est des grandes machines bureaucratiques. Le principe d'une bureaucratie, le terme bureaucratie, ça veut dire on devient bureaucratique quand on veut plus faire prospérer sa propre structure que la cause qu'elle est censée défendre. Et il se trouve que les syndicats sont des bureaucraties au sens où ils essaient de préserver d'abord leur structure, éventuellement leur carrière individuelle. À la CFDT, les dirigeants de la CFDT, ils finissent tous consultants pour le gouvernement, chroniqueurs BFM TV, etc. Bon, je prends cet exemple-là facile, mais c'est exactement ça. Ils sont toujours nommés à la tête d'une agence gouvernementale une fois qu'ils ont fini leur mandat. Donc, ils ont ces intérêts. Ça explique aussi, donc on a des raisons d'être en colère contre eux, mais la réalité sociale, c'est quand même qu'effectivement, les syndicats de contestation n'ont pas beaucoup de moyens et n'ont peut-être pas la puissance d'organiser cette grève. Donc en fait, peut-être que à l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment leur reprocher, enfin on peut être en colère, on peut être frustré, mais ça ne suffit pas de leur reprocher, et ça j'entends leur argument, il faut s'organiser
pour faire en sorte qu'on ait des organisations qui permettent effectivement que le travail puisse à nouveau bloquer des gouvernements. Voilà. Parce qu'en fait, malheureusement, on a beau tourner le problème dans tous les sens, hein, on essaie énormément de moyens d'action, les manifestations, les happenings, les soirées déguisées devant le siège de Total. Bon, il n'y a pas grand-chose qui fait bouger les dominants. Par contre, bloquer la production, il suffit de voir aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, vous avez... C'est fou que ce soit les États-Unis qui nous montrent l'exemple quand même. C'est quand même des gens qu'on charrie pour leur ultra-capitalisme depuis la nuit des temps. Les dockers états-uniens ont obtenu une augmentation de salaire de 62% parce qu'ils ont organisé une grève de 3 jours. En 3 jours, ils ont mis un bordel pas possible. Et parfois même, en fait, c'est pareil dans le rail et c'est pareil dans l'automobile. Les syndicats américains ont réussi, avec des grèves de plusieurs jours, à vraiment obtenir quelque chose. Mais parce que c'est des branches qui sont effectivement très syndiquées. Ils ont beaucoup de monde. Et puis aussi, ils ont bien travaillé la question. Ils ont vraiment organisé les gens à la base. Ils les ont vraiment conquis pour que, au moment où ils appuient sur le bouton, effectivement, ça fonctionne. Et peut-être qu'en France, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc il y a vachement de travail. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. On a passé la petite heure quand c'était fixé. Et on a gardé une petite partie pour vos questions à vous. Donc, on va essayer de se répartir la parole. Ce serait pas mal que tout le monde puisse prendre la parole. Donc, on va essayer de faire 1 sur 2, une femme, un homme, si ça vous va. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'ai une question sur... moi, je souscris totalement à la partie sur la domination au travail, etc., même si j'ai eu la chance de ne pas trop la subir personnellement. Par contre, j'ai pas mal subi le côté souffrance au travail dû à la vacuité totale de mon œuvre. Et que ce soit pour... ce que je bossais pour la bonne marche de l'entreprise, mais également... la mission de l'entreprise dans la société qui était absolument béante, inutile. Est-ce que vous abordez aussi ce thème-là de la souffrance, pas forcément par la domination, mais par la perte de sens totale? Et oui, oui. Alors, évidemment, le précurseur là-dedans, encore une fois, je vais citer David Graeber qui avait fait son fameux livre Bullshit Job. C'était un livre super parce qu'en fait, c'était fait de témoignages qu'il avait recueillis après un article qu'il avait publié dans une revue britannique qui s'appelait Strike. Pour l'anecdote, une revue britannique dont Frustration s'est inspirée à sa création, parce qu'ils avaient un super design et puis une façon de parler cash et tout. Bref, et donc il a reçu énormément de témoignages de gens qui disaient « Je ne sers strictement à rien, je le sais, je passe mes journées à faire des fiches Wikipédia pour trouver un sens à ma vie, ce genre de choses, etc. » Et donc oui, ce qui est intéressant dans ce qu'a fait David Graeber, et je reprends ses analyses et j'y souscris d'ailleurs quand je parle des chefs, c'est que le capitalisme, pour masquer l'absurdité de ce qu'il est, pour masquer l'illégitimité de la classe bourgeoise à nous diriger, parce qu'en fait elle est illégitime, il crée énormément de postes qui servent à réenchanter en permanence leur mythe, quoi. Et leur mythe, il s'effondre tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, je dis ça au hasard, il y a besoin de ravaler la façade. Et il y a énormément de jobs qui sont des jobs de ravalement de façade. Donc tous les audits RSE, les RSE, je ne sais plus, ça s'appelle encore comme ça change de nom régulièrement. Tout ce qui est, on va essayer de montrer que c'est une entreprise à mission, etc. Il y a énormément de postes comme ça dans les entreprises qui, franchement, servent à rien dans la production, mais servent un peu à mettre des paillettes dans les yeux des gens, si tant est qu'ils y parviennent. Ce qui est fascinant, c'est que ça marche aussi dans le public. Par exemple, j'avais un copain qui travaille dans l'hôpital public, dans le psychiatrique, et ils ont des difficultés de moyens comme partout. Eux, ils aimeraient bien juste faire leur job, et en fait, on leur a collé une sorte de chargé de projet de communication qui organise une super journée. On s'exprime sur la santé mentale, soins de soins, et qui vient les déranger dans leur travail pour qu'ils fassent des petits dessins, etc. Eux, ils sont médusés. Ils disent déjà, on n'y arrive pas, et vous, en plus, vous allez nous coller un job qui sert à rien pour montrer à l'agence régionale de santé que des actions sont entreprises, etc., etc. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que, je disais, les chefs doivent performer vis-à-vis de leurs subordonnés, mais ils doivent performer aussi vis-à-vis de leur hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils doivent toujours montrer que le maximum est fait pour augmenter la performance. Ils doivent tout le temps renouveler, ils doivent tout le temps réorganiser. C'est étonnant comme les grandes entreprises se réorganisent en permanence. Mais ça crée des tas de métiers inutiles. Je parlais des formations tout à l'heure. Toutes ces formations pour les managers, pour qu'ils arrêtent de hurler sur les gens. Bon, c'est un peu des jobs inutiles, parce qu'en fait, si on n'était pas dans des organisations capitalistes où on a le droit de hurler sur les gens, ils n'auraient pas besoin de formation comment harceler en scred. Donc il y a énormément de postes comme ça qui servent à
à renouveler péniblement, encore une fois, le mythe du capitalisme. Je dis péniblement parce que l'avantage des années 2020, c'est que la majorité des gens n'y croient plus. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On n'est plus dans les années 90, les grands mythes du capitalisme ne touchent plus personne. Je redis cette stat dans le livre parce qu'elle est toujours étonnante. À l'heure actuelle, il y a plus de gens qui croient dans la lutte des classes qu'en 1968. Donc globalement, tous ces métiers, tous ces consultants, tous ces gens qui cherchent à redonner du sens en permanence, ça, ils essaient toujours de redonner du sens, de remettre de la magie dans nos vies. La magie des usines, comme disait Agnès Pannier-Runacher, là. Voilà, c'est énormément de postes qui, déjà, intrinsèquement servent à rien, mais en plus échouent dans la mission qui leur est confiée par le capitalisme. C'est un peu pathétique, quoi. Mais surtout, bah oui, c'est dur pour ceux qui les exercent, et parce qu'en fait, je pense que le sentiment... Moi-même, j'ai eu des jobs inutiles. Hein. Ouh là là, j'en ai fait des rapports, des notes, etc., qui sont lus par personne. Et en fait, ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est cette énergie-là qu'on me demande de mettre du lundi au vendredi. Non seulement c'est super barbant et ça me la bouffe et je l'ai pas pour moi, mais en plus elle disparaît dans les limbes de l'absurdité capitaliste, quoi. Ça c'est encore plus rageant, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un sentiment qui est intéressant d'exacerber parce que c'est intéressant d'attaquer le capitalisme sous l'angle de l'efficacité. On attaque souvent le capitalisme sous l'angle de la justice sociale et on a raison, mais moi j'aime bien attaquer l'adversaire sur son propre terrain. Parce que les capitalistes, ils disent « Ok, c'est injuste, mais c'est quand même super efficace, c'est quand même super smart. » Bah non, c'est pas smart du tout, le capitalisme, en fait. La preuve, toute cette masse salariale utilisée n'importe comment, tous ces chefs qui servent à rien, tous ces chief happiness managers, tous ces consultants en organisation du travail, ça sert à rien. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai trouvé ça hyper intéressant, les faits d'élargir la question du profit à des métiers qui ne sont pas forcément, disons, pour les actionnaires. En revanche, je me demandais si de l'autre côté, il n'y avait pas du côté des grèves, notamment sur la question du coup des leviers qui sont de notre côté, une opération, disons, conceptuelle à faire, des différences entre des travails productifs et non productifs. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait 2 ans des grèves assez intenses. La première année, c'était genre morcelé, genre comme ça, parsemé un jour tous les temps, parce que c'était les moments du coup de la réforme des retraites. Et l'année dernière, on avait une grande grève reconductible au niveau de 93 en éducation nationale. Du coup, là, vraiment, on a fait non seulement en continu, mais en plus sur des formes qui étaient collège désert, opération lycée désert et tout ça. Et en fait, les effets, ils étaient absolument nuls aussi, parce qu'en fait, les types de travail, ce n'est pas un travail logistique, genre qui, en fait, la logistique en fait, de l'éducation nationale n'est pas à même débloquer un pays. Donc, d'un côté, c'est vrai qu'il faut mettre de quoi élargir la question du travail exploité, mais de l'autre, il vaut mieux aussi, d'un point de vue, disons, stratégique, faire ces opérations des distinctions, parce qu'en fait, elles sont présentes chez Marx, elles sont encore hyper importantes, quoi. Oui, je suis bien d'accord. Déjà, bravo pour les jours de grève, notamment dans l'enseignement dans le 93. Ça a dû être vachement de travail militant pour y parvenir. Et je suis d'accord avec vous, en fait... D'ailleurs, quand on dit grève générale, historiquement, les grèves générales, c'était plutôt des grèves quasi générales. En fait, il y a des secteurs qui ont un pouvoir paralysant sur l'économie, puis d'autres qui n'en ont pas. Et ça, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Et ça sert à rien, par exemple, de faire des grèves symboliques. Moi, c'est vrai que par moments, je faisais grève un peu par principe, comme on va voter, quoi. Déjà que voter, c'est pas... Mais... En fait, ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre un jour de salaire pour se sacrifier si on bloque rien, par exemple. Moi, je pense qu'il faut sortir de cette vision. C'est là que je suis un peu inquiet quand les syndicats ils font des journées de grève, parce qu'en fait, ça devient un peu comme une manif. C'est symbolique. C'est genre, vous allez perdre une journée de salaire pour la bonne cause. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas perdre de l'argent pour rien. Donc, ça sert à rien de faire grève. Si effectivement vous sentez que ça va rien bloquer du tout, faut pas. Donc effectivement, il faut être stratégique, il faut savoir quels sont les secteurs bloquants et comment aider ces secteurs-là. Et puis, la grève n'est pas forcément le meilleur moyen dans tous les secteurs, c'est vrai. Par exemple, dans l'associatif, moi j'ai fait quelques missions pour des associations, ça se passait très mal, etc. Et bon, globalement, les salariés se disaient les grèves, ça va pas trop marcher pour telle ou telle raison. Déjà, il faut être sûr que ça marche pas. Mais par exemple, il y a des employeurs, plutôt que d'attaquer la production, il faut attaquer la réputation.
Les associations, elles ont besoin de donateurs. Bah, si vous mettez dans tous les journaux qu'il y a des violences sexistes, sexuelles, des inégalités salariales, qu'on maltraite les gens n'importe comment, bah, c'est un autre levier. Donc il faut identifier les bons leviers. La grève n'est pas forcément le levier partout. Par contre, effectivement, pour bloquer le pays, on a besoin qu'un certain nombre de secteurs se mettent en grève et on a besoin d'aider ces secteurs-là. Et d'ailleurs, dans l'histoire sociale, quand on regarde l'histoire des grèves en France, ce qui est intéressant, c'était justement, et aux États-Unis, en Angleterre, partout, c'était les mécanismes de solidarité qui se mettaient en place, par moment d'une ville à l'autre. Concrètement, par exemple, quand il y avait toute une ville qui se mettait en grève, donc concrètement des gens qui risquaient qui avaient plus à bouffer, parce que c'était ça à l'époque, bon c'est encore le cas maintenant, il y avait des grands mouvements organisés par les syndicats où les enfants, la famille étaient amenés dans une autre ville, où ils allaient dans d'autres foyers, etc., où on s'occupait d'eux, etc., pour que les travailleuses et les travailleurs qui étaient impliqués dans la lutte puissent se concentrer sur la lutte sans avoir peur que leurs enfants meurent de faim. Bref, il y a toujours eu des mécanismes comme ça d'un secteur qui soutient un autre. Et je pense que actuellement, effectivement, nos organisations syndicales n'ont pas, pour plein de raisons, toujours les capacités d'organiser ça. Et c'était un peu tragique en 2023, pendant le mouvement contre la réforme des retraites. On a vu que, par exemple, les grèves étaient désynchronisées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu les éboueurs, c'était super fort, mais ils étaient tout seuls, ils se sont fait réquisitionner. Et puis 2 semaines après, on a eu un autre secteur, etc., etc. Donc là, il y a peut-être un manque de coordination, et peut-être qu'on n'a plus les structures adaptées pour ça. Mais effectivement, le rôle des travailleurs non productifs, parce que comme on l'a dit, le capitalisme produit plein de boulots non productifs, enfin, non directement liés au processus de production, les boulots d'accompagnement, etc., de soins, même s'ils sont productifs. Par exemple, il y a des boulots où concrètement on ne peut pas faire grève parce que sinon ça impliquerait l'atteinte à la santé des gens qu'on soigne. Bon, ça c'est un autre gros souci. Du coup on est obligé d'innover et d'essayer de trouver les secteurs qu'on peut soutenir. Mais effectivement c'est un sujet épineux. J'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu fais partie du collectif Sud-Éduc 93 ? Ok, du coup j'aimerais rebondir et vous conseiller d'excellentes productions et d'excellents bouquins militants qui sortent. Je vous conseille vraiment de ce collectif Entrée en pédagogie antiraciste, qui est un vrai manuel à l'usage des futurs professeurs, de vous à la maison, qui est un vrai bon manuel de pédagogie antiraciste et big up à Sud-Éduc 93. Merci. Je voudrais savoir ce que tu penses du revenu universel, qui est vécu par considéré par certaines classes sociales comme une panacée, l'outil de rapport de force optimal avec le patronat et le capital. Le revenu universel, on avait fait un article dans Frustration là-dessus, et je crois qu'on était contre, mais je ne sais plus trop pourquoi. En fait, oui, parce que d'ailleurs, c'est une option qui est défendue pas mal par... oui, ça y est, je me souviens. Effectivement, il y a des variantes du revenu universel qui sont plutôt défendues par la bourgeoisie, avec cette idée, ce qui est un peu pénible avec le revenu universel, c'est moins qu'on puisse dire pénible, c'est qu'en fait, on va faire payer aux contribuables la base du revenu des gens, et comme ça, le patronat, il va pouvoir dire, bon, globalement, ils ont tous de quoi survivre, là. Donc moi, je vais leur donner quelques pépettes en plus, d'argent de poche, pour pouvoir s'acheter une télé, à la limite. C'est un peu ça, le revenu universel. C'est en fait, en tant que société, on se rend compte que le patronat nous sous-paye, et plutôt que de demander à ce que le patronat paye et qu'il rende de l'argent, on va essayer de s'auto-entretenir nous-mêmes. En fait, ça existe déjà un petit peu. Il y a un mécanisme qui coûte très cher aux finances publiques qui s'appelle la prime d'activité. La prime d'activité, c'est assez fou parce que donc ça coûte à peu près 20 milliards d'euros par an. Donc c'est quand même une grosse proportion, par exemple, si on compare au budget de l'éducation nationale, c'est une grosse partie. Ou concrètement, c'est nous qui aidons ceux qui, parmi nous, ne sont pas assez payés par leur patron. En tant qu'indépendant, en tant que prestataire ou en tant que salarié. Donc ça, c'est assez fou quand même, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de demander à ceux qui s'engraissent, là, les 500 familles les plus riches, de payer les gens dignement, un minimum, on peut commencer par ça, nous, en tant que contribuables, on va aller payer ceux d'entre nous qui n'ont pas de quoi manger après avoir reçu leur salaire. Parce que c'est quand même ça la prime d'activité. C'était genre, vous n'avez pas de quoi survivre après votre salaire. Bon, l'État va vous donner un petit complément parce qu'on n'ose pas demander au patronat parce qu'on bosse pour lui quand même. Donc le revenu universel, ça semble être une vision un peu plus ambitieuse par rapport à la prime d'activité. Ça semblerait plus significatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon les versions, c'est juste un RSA amélioré, quoi. Donc c'est assez pernicieux effectivement, et c'est pour ça qu'on avait fait cet article un peu attention quand même, quoi. Enfin d'ailleurs carrément contre, je crois. Ouais.
Oui, merci d'abord pour la présentation qui était très riche. J'avais une remarque et une question ensuite. La remarque, c'était un peu sur l'intervention d'avant, sur la logique de la grève dans différents secteurs. Moi, je suis prof, par exemple, dans le secondaire. C'est une question qui revient souvent. Donc, au lycée, quelle est la logique de faire grève dans un secteur, justement, qui n'a pas de lien avec l'économique et qui est un secteur qui n'est pas bloquant, justement, du point de vue de l'économie. Je pense qu'on a vu, par exemple, pendant la réforme des retraites, que c'était aussi... Enfin, le scepticisme sur la logique de la grève, je pense qu'il faut faire un peu attention parce que, y compris dans ces secteurs, on a vu, par exemple, qu'on était capable de faire des liens avec les parents, avec les élèves, donc avec des travailleurs. Bon, en plus, nous, on est profs... Pardon, je nous inclus, mais dans les quartiers populaires, etc. Donc c'est en fait beaucoup une manière de discuter avec les travailleurs et donc justement d'entraîner à la massification de la grève, etc. Justement dans la logique où on n'appuie pas sur le bouton de la grève générale. Et donc je pense qu'on a aussi cette capacité à aller dialoguer avec d'autres secteurs qui sont des secteurs de l'économie qui sont bloquants. Je pense par exemple, nous on est prof à côté de Roissy, donc c'est des gros secteurs économiques. Ça a très peu pris, mais il y a 800 entreprises sur Roissy, donc c'est des choses qui peuvent vraiment fonctionner. Donc ça c'était la première remarque, je sais pas, faudrait en discuter, de voir si... C'est vrai que parfois on a l'impression de perdre notre argent, là on a fait grève le 1er octobre, bah oui on a un peu l'impression que c'est une journée dilapidée. Et ma deuxième, du coup, c'est une question plutôt. Si on va jusqu'au bout de ton analyse sur un peu la logique des directions syndicales pendant la réforme des retraites, ce que je me demandais, c'est par exemple comment est-ce qu'on fait pour penser le lien d'un point de vue plus politique, par exemple là, dans la logique de la lutte contre l'extrême droite, ce qui s'est passé à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que là, justement, on peut interroger le rôle des directions syndicales dans la logique qui a été celle du NFP? Et si cette alliance électorale, c'est une alliance qui fonctionne et que là, justement, on est en train de payer un peu le prix de cette logique-là, comment est-ce que, en fait, quelles sont les issues politiques là actuellement qu'on pourrait penser à partir de cette logique de la grève et justement du coup de ce que tu disais de repenser le rôle central du travail dans l'opposition politique? Et je ne sais pas si tu as une réponse à cette question, mais du coup, comment toi tu vois la manière justement de penser la lutte contre l'extrême droite dans l'articulation avec cette logique du travail et je pense toutes les autres formes d'oppression sexistes, etc., racistes au travail. Voilà. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le travail, c'est une échelle très intéressante pour combattre l'extrême droite. Et dans l'extrême droite, j'inclus en fait, oui, toutes ces logiques sexistes et racistes dont on voit qu'elles ne sont pas, hélas, le monopole de l'extrême droite. Dans la ville où j'habite, à Saintes, on a fait un réseau de résistance citoyenne après les scores de l'extrême droite. Et dans notre première réunion, on avait fait des tables par thème, et notamment, il y avait une table « Lutter contre l'extrême droite au travail ». Et c'était vachement bien, parce que c'était des gens qui étaient de métiers complètement différents, et qui disaient, voilà, comment au travail, ou qui est quand même un endroit où on passe toute une partie de nos vies, et où on est ensemble. Donc moi, ce que je dis toujours aux élus que je forme, par exemple, sur les questions de sexisme, c'est qu'en fait, c'est plutôt une bonne échelle pour agir. En fait, on ne peut pas toujours aller parler à nos voisins, etc., faire du porte-à-porte, c'est vraiment arriver chez des gens que tu connais pas. J'ai du respect pour ceux qui font ça, mais c'est difficile relationnellement. Alors que tes collègues, c'est quand même des gens que tu fréquentes tous les jours, etc. Certes, tu as des liens avec eux, des liens potentiellement hiérarchiques, donc je dis pas que c'est le plus facile, mais c'est une bonne échelle déjà pour lutter contre notamment les stéréotypes sexistes ou racistes, etc. Donc je pense que c'est un sacré bon terrain. Donc ça, c'est une première chose. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que en France, comme ailleurs, souvent, enfin c'est moins le cas ailleurs, en France, il y a une séparation très radicale qui s'est faite entre le politique et le syndical, et qui est assez mortifère, je trouve. Il y a aussi une séparation qui s'est faite entre secteurs professionnels, entre branches professionnelles. On a un peu l'impression que chacun fait sa tambouille dans son coin, et que surtout, les syndicats n'aiment pas du tout quand les politiques s'adressent à eux. Ils voient ça comme des pressions graves, etc. Et je trouve que c'est une vision un peu dépolitisante, parce que dans notre histoire sociale, en tout cas dans le mouvement ouvrier, il s'est saisi tantôt des syndicats, tantôt des partis en même temps, selon les moments.
Et il y a des moments où c'est intéressant d'avoir des séquences, d'utiliser la démocratie bourgeoise, par exemple, d'avoir des députés, etc. Sachant que le mouvement ouvrier n'a pas toujours été d'accord avec ça. Hein. Il y a des moments où ils ont dit non, ça sert vraiment à rien, c'est une perte de temps. D'autres, ils disent bon, bah, ça sert à quelque chose. Et puis il y a des moments où on dit le syndicalisme, ça sert. Il y a des organisations, par exemple, au Royaume-Uni, le Parti travailliste, toute une partie de son organisation est liée aux syndicats. Bon, c'est pas le parti le plus à gauche d'Europe, hein, donc c'est pas une règle générale. Ce que je veux dire par là, c'est que cette séparation entre syndicats et politique, elle est vraiment dommage, parce que ça veut dire, moi ce que j'ai pas aimé dans la séquence actuelle, par exemple, c'est qu'après ce qui s'est passé, c'est-à-dire un coup d'État institutionnel, l'instauration, ou plutôt la confortation la solidification d'un régime autoritaire avec une majorité d'extrême droite, bah, les syndicats ont un peu fait du business as usual, désolé, enfin, on fait comme si c'était une rentrée sociale ordinaire, c'est-à-dire on va faire une journée de grève qui ne va pas marcher, c'est ça une rentrée sociale. Hein. Alors que, quand même, je veux dire, certes, nous, à Frustration, ça fait longtemps qu'on dit que l'extrême droitisation, on y est, qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on soit sous le fascisme pour dire qu'on y est, parce que c'est toujours une gradation, le fascisme, mais n'empêche que là, quand même, un cap a été franchi. Et moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'ils fassent comme si c'était un gouvernement ordinaire, qui s'adresse à lui de façon ordinaire. Et ils font tous un peu ça, d'ailleurs. Hein. Sur la Michel Barnier, bah, peut-être qu'il y a des possibilités de discuter, un tel... Moi, je trouve ça fou quand il y a un tel ministre du Travail qui est nommé, ils font toujours parler des syndicalistes qui sont là. Apparemment, il est un peu ouvert sur les questions sociales, mais n'importe quoi. Genre, c'est un sbire du MEDEF, il est raciste, il est homophobe, d'où il serait un peu ouvert, il y aurait moyen de discuter. En fait, ils font toujours comme si dès qu'il y avait un nouveau gouvernement, c'était de nouveaux possibles qui s'ouvraient. Sauf que là, c'est un gouvernement putschiste, donc c'est quand même pas pareil. Et le fait qu'ils aient pas agi comme tel et qu'ils aient pas nommé les choses, pour moi, ça veut dire vraiment qu'ils sont déconnectés, qu'ils sont dépolitisés. Et pas au sens politicien, qui sont même dépolitisés en temps normal. Donc, c'est inquiétant. Ensuite, l'articulation avec le NFP et tout, moi je sais pas trop. Le NFP, bah, c'est compliqué, il y a un parti quand même très de droite dedans, c'est galère. Donc, tout ça pour dire que, pour résumer ma pensée, je pense que malheureusement, on a des organisations politiques ou syndicales qui ne sont pas très fiables. Et que moi, j'invite à sortir de notre passivité. Je n'accuse personne, mais je veux dire, on a tous tendance à être là. Ah, ça serait bien, le PS, est-ce que vous pourriez être un peu de gauche, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez virer Raphaël Glucksmann? La CGT, est-ce que vous pourriez essayer de faire une grève et tout? Bah, moi, je pense qu'il faut arrêter ça, parce que maintenant, on sait pourquoi ça se passe comme ça, on analyse le phénomène, et donc il faut agir dès maintenant. Bah, vous avez bien agi dès maintenant, vous n'avez pas attendu qu'il y ait des feux verts syndicaux en haut lieu. Et dans le livre, c'est un peu ça que j'appelle à faire, quoi. C'est à monter des collectifs, moi j'appelle ça des collectifs de libération du travail, voilà, parce que j'imagine un peu ce scénario-là. En gros, que dans tous nos secteurs et nos entreprises, on organise déjà des groupes de parole pour parler de ces sujets-là. C'est-à-dire à la fois l'imprégnation d'extrême droite dans notre univers mental et professionnel, l'imprégnation du capitalisme, parce que les deux sont à les deux paires, et qu'on se mette à l'action comme les Gilets jaunes l'ont fait, quoi. Les Gilets jaunes, c'est vraiment des gens qui ne croient radicalement, qui ne croyaient dans aucune institution, même pas leurs propres institutions, ils y croyaient pas, ils avaient une défiance radicale de tout type d'organisation, et ça leur a donné une force inégalée. Donc il faut quand même se souvenir de cette expérience-là, parce que c'est la seule fois dernièrement qu'on a fait reculer un gouvernement, et qu'un président a dû affréter un hélicoptère pour se barrer en cas de problème, quoi. Donc rappelons-nous cette image réconfortante, et essayons de reproduire ces logiques-là. Et voilà, moi je pense qu'il faut arrêter d'attendre d'organisations dont on sait soit qu'elles n'ont pas la possibilité, soit qu'elles n'ont pas la volonté d'agir, qu'elles agissent, quoi. Voilà ce que je dirais un peu comme mot d'ordre général sur ce contexte. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation en tout cas du bouquin, de vos travaux, et bravo pour Frustration Magazine aussi, parce que gros boulot, et j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Moi j'ai une question justement pour revenir aux formes d'exploitation du travail actuelles, et notamment au XXIe siècle. Il y a des travaux de Tristan Haute qui en parlent beaucoup sur la sociologie électorale et le lien avec les nouvelles formes d'organisation du travail. Moi, ma question, c'est aussi, mais qu'est-ce qu'on fait des 740 000 intérimaires en France? Qu'est-ce qu'on fait de ces travailleurs-là qui n'ont fait pas de moyens de se coordonner et d'être ensemble pour parler de politique, qui ne peuvent pas porter des revendications en commun? J'ai fait un peu d'usine personnellement et je sais ce que c'est que de bosser à 6 heures et d'être dans une salle de pause où on va parler de la pluie et du beau temps pendant 20 minutes, puis retourner sur la chaîne et être complètement abruti. Et en fait, c'est vraiment comme ça pour maintenant dans les usines qui y ont recours en plus de plus en plus, parce qu'elles savent que c'est de la main-d'œuvre docile. Il y a
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire pour cette immense masse de personnes-là qui pourraient vraiment incarner un vivier pour le coup de politisation et d'autopolitisation pour en fait s'unir et concrètement participer à la lutte. Donc moi c'est ma question et j'en aurais peut-être une deuxième subsidiaire très courte. Quid des privés d'emploi en fait dans cette lecture-là et dans la manière de les mettre en mouvement. Merci beaucoup. Merci. La question des intérimaires, elle est hyper importante parce que ça permet aussi de comprendre la baisse de la syndicalisation, notamment sur les jeunes générations. Parce qu'en fait, il y a une hausse grâce aux gouvernements successifs, à cause des gouvernements successifs, une hausse de la précarisation des nouveaux entrants sur le marché du travail. Ça, c'est établi. Et le patronat n'a de cesse de réfléchir à des façons de gérer les salariés qui les empêchent de se syndiquer. Ça a été une obsession. Aux États-Unis, il y a littéralement des consultants qui sont payés pour ça, pour empêcher la création de syndicats. En France, c'est globalement un automatisme qu'ils ont vraiment intégré. Donc il y a énormément de moyens. Il y a le recours à l'intérimaire. Il y a le fait de diviser les unités de production en petites structures pour avoir des entreprises de moins de 10 salariés, par exemple, où du coup, il n'y a pas de représentant syndical ou de CSE. Voilà, tout ça, il y a énormément de moyens et je trouve que ça permet d'avoir une approche compréhensive aussi de la baisse de la syndicalisation. Parce que c'est pas simplement les gens veulent plus se syndiquer, c'est concrètement ils n'y arrivent pas. Et puis par ailleurs, les syndicats qui subsistent se replient sur ceux qui peuvent vraiment gonfler leur rang et qui sont plutôt dans la fonction publique les titulaires et dans le privé les CDI. Ça, dans le public, c'est flagrant aussi, comment les contractuels, ils ne sont pas du tout inclus, voire même parfois ils sont mis à distance, parce que ce sont ceux qui menacent le statut. Et c'est pareil dans le privé avec les intérimaires. Donc vraiment, pour ces populations-là, c'est vraiment une mise à l'écart qui est parfois consciente de la part des syndicats. Et puis parfois, il y a des syndicats qui luttent contre ça. La CGT organise par exemple chaque été des tournées pour aller sensibiliser les saisonniers sur leurs droits et tout ça, ça existe. Donc, la réponse à ça, j'ai essayé d'y réfléchir dans le bouquin, et globalement, c'est de dire un peu... Donc il y a une réponse un peu de déploration. Moi, ce que j'aime pas, qui me fatigue, c'était toujours un peu le gauchisme nostalgique qui consiste à dire « Ah, avant, il y avait les grandes usines, on allait trinquer au bistrot, nanana, et tout, et on s'organisait, maintenant c'est plus comme ça, les gens sont divisés. » Oui, soit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Peut-être que pour toute une partie de la population, l'échelle de l'entreprise, par exemple, ça ne marche pas pour qu'ils s'organisent. Alors, il faut s'y prendre autrement. Donc moi, par exemple, ce dont je parle dans le bouquin, c'est qu'il y a des gens, peut-être qui, sur leur temps de travail et sur leur entreprise dont ils changent toutes les 2 semaines parce qu'ils sont intérimaires, ça ne va pas être la bonne échelle. Par contre, sur leur immeuble, leur lieu d'habitation, organiser des groupes de parole sur l'exploitation au travail, avec des gens qui font des métiers super différents et qui, c'est ça qui est intéressant, l'expérience du petit groupe dont je vous parlais, et de toute façon, l'expérience que moi j'ai de tous les secteurs, c'est que tout le monde vit globalement les mêmes trucs et sont étonnés d'à quel point ils vivent les mêmes trucs. C'est-à-dire qu'on crée des divisions, enfin le patronat crée des divisions entre nous en nous disant vous êtes super différents, il y en a qui ont des privilèges incroyables et d'autres qui sont vraiment, eux ils souffrent, vous pouvez pas les comprendre. En réalité on se comprend très bien parce que ces enfoirés ont quand même rapproché nos conditions d'exploitation et elles se ressemblent de plus en plus, notamment entre le privé et le public. Donc pour moi, faut être stratégique. Si l'échelle de l'entreprise n'est pas la bonne, on ne va pas déplorer des heures qu'il n'y ait plus des grandes usines comme en 50 avec des films en noir et blanc. On va organiser des groupes de parole à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, etc. pour que les gens qui changent tout le temps d'entreprise, ils aient quand même un endroit fixe où aller discuter de leurs problèmes, quoi. Et au début, on peut commencer tranquillement. On n'est pas obligé de se dire il faut tout de suite créer des délégués syndicaux, assister aux réunions de branches et tout. On peut déjà commencer par faire un groupe de parole. Parce que vraiment, la plupart des gens n'ont plus l'occasion de parler de leur travail. Parce qu'ils ne peuvent pas en parler sur leur lieu de travail. Et quand ils rentrent chez eux, ils en ont marre de gaver leur conjoint et leur conjointe avec tout ce qu'ils traversent, quoi. Donc, il faut créer des lieux où on puisse en parler. Et si ces lieux, ce n'est pas l'entreprise pour plein de raisons, eh ben, c'est ailleurs. Il faut les organiser. Et sur les privés d'emploi, c'est un peu pareil. Parce que les privés d'emploi, c'est la solitude organisée. C'est le harcèlement administratif. Donc là encore, ça peut être l'organisation de ces groupes de discussion. Et moi, je dirais le plus interprofessionnel possible, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette division un peu sectorielle, même si la division sectorielle a du sens pour négocier sur des trucs. N'empêche que là, on est dans une situation tellement grave où tout le monde s'est tellement fait avoir qu'il faut arriver à discuter entre privés d'emploi, entre gens du public, du privé, etc. On dit tout le temps ça, c'est un peu privé, public, même combat et tout. Ouais, mais c'est pas que dans des manifs, c'est vraiment concrètement dans des petits groupes très dynamiques. Et moi, je rêve d'un truc où, voilà, tu rentres chez toi le soir après ton boulot
pénible avec ton chef qui t'a gueulé dessus, bah, tu vas retrouver ton petit cercle de discussion qui fait pas une réunion à rallonge qui dure 4 heures, hein, ça suffit. Donc qui fait une réunion de 2 heures max où tu parles du truc et on dit bah tu vois, là t'en chies avec ton chef, bah si tu veux demain, on s'en fout, on t'accompagne, on va lui parler, enfin qui aussi renoue avec des formes d'action directe parce que ça aussi ça manque un peu cette spontanéité dans le travail quoi. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, c'est plus bricolé la solution que je propose, mais je pense qu'on a besoin de trucs bricolés en ce moment parce que les trucs pas bricolés ont été tellement institutionnalisés qu'ils sont devenus complètement inoffensifs quoi. Enfin, une grande partie sont devenus inoffensifs. Voilà ma réponse. Ouais, bonjour. J'ai une question sur le. Tu es revenu sur la question à quoi servent les chefs. Moi, dans mon environnement, j'ai surtout l'impression que les chefs sont là pour prendre les décisions en notre place. On est plutôt, avec mes collègues, plutôt les sachants. On sait comment les choses fonctionnent. Et les chefs prennent les décisions. Et j'ai l'impression que ça introduit une sorte de phénomène où, en fait, on prend plus vraiment les décisions. On a l'habitude, je trouve pas le mot, mais on leur laisse prendre la décision. Des fois, c'est un peu une solution de facilité. C'est-à-dire que si des fois ça merde, bah, on va dire le chef a pris la mauvaise décision. Et du coup, en fait, j'ai plusieurs questions. C'est comment on arrive à reprendre le contrôle et apprendre à décider les choses. Et est-ce que ça a un lien aussi, au sens plus général, dans la société? J'ai l'impression que pour un certain nombre de personnes, il y a une dépolitisation, que ça vient aussi de ça. On se dit, bah, il y a des gros problèmes de société sur l'économie, la question du budget. Il y a peut-être des gens qui se disent, tout ça, c'est des questions, ça ne me concerne pas, donc je vote et je laisse les autres décider. Est-ce qu'il y a un lien entre cette absence de décision au travail et au niveau plus général national? Oui, en fait, il y a même des études, encore une fois, qui ont été menées par Thomas Coutreau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des liens entre la position au travail, d'être très subordonné, par exemple, d'avoir très peu d'autonomie, et des comportements électoraux. Donc, par exemple, plus on est subordonné au travail, plus on va s'abstenir sur le plan électoral. Bon, s'abstenir sur le plan électoral, ça peut avoir plein de raisons, parfois légitimes hein, d'ailleurs, mais n'empêche que c'est intéressant de voir ce lien. Et en fait, plus les gens sont élevés hiérarchiquement, sont diplômés, souvent ça conduit à être élevé hiérarchiquement. Donc quand on dit les diplômés votent plus, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils sont dans des positions dominantes dans la société et que le game des élections dont on respecte le résultat ou pas, globalement, eux, ça leur va. Et puis les autres, ils voient bien qu'ils se font avoir à chaque fois, donc ils participent moins. Mais d'une façon générale, il y a effectivement un lien entre comportement politique et position au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je comprends parfaitement cette attitude qui consiste à attendre que ta journée se travaille le plus vite possible et surtout, tu veux plus t'impliquer. Alors en plus, les hiérarchies ont passé leur temps. Il y a eu une phase un peu à la Macron à multiplier les consultations. C'est-à-dire qu'ils disent « Mais non, on n'arrête pas de vous faire participer. Regardez, il y a une boîte à idées. On va faire un Town Hall meeting. On va faire... Macron, lui, il nous fait le coup tout le temps. Bon, et là, il a un peu arrêté parce que bon, il a craché toutes ces consultations qu'il a pu faire. Et du coup, ça crée effectivement une sorte de résignation, de fatalisme très fort. Moi, c'est ça qui me frappe dans les entreprises où j'interviens, c'est que globalement, il y a une espèce de fatalisme vraiment de c'est la merde et c'est comme ça, et moi j'attends que ma journée se passe le plus vite possible et je me casse dès que je peux. Et je veux la retraite dès que je peux. Et moi je trouve ça hyper triste, non pas parce que je suis un manager, genre ça serait cool que vous vous impliquiez, que vous mettez un truc dans la boîte à idées pour savoir... comment la cantine, quelles seront les couleurs du truc de la cantine, même ça, ils n'écoutent pas de toute façon. Ce que je trouve triste, c'est que du coup, on n'est pas en possession de notre vie, quoi. C'est-à-dire que 7 heures par jour, 8 heures par jour, voire plus, on est complètement en passivité, quoi. C'est pas ça, vivre, quoi. Donc, effectivement, ça a un lien. Et ce qui est hyper pervers en plus, c'est que moi, quand j'amène mes idées de « faudrait plus de chef, faut que les gens décident », y a beaucoup de gens qui ont beau jeu de dire « Oui, mais regarde, j'ai essayé tel truc, puis ça n'a pas marché, les gens voulaient pas trop s'impliquer. » Bah oui, mais évidemment, on a été habitué à ça. Et puis en plus, on veut plus se faire avoir, on veut plus avoir de faux espoirs, quoi. Moi, j'ai bien connu ça, ces situations au travail où à un moment, tu crois qu'on va te donner l'occasion de, tu te mobilises, tu mets ton énergie, tu fais une réunion et tout, et puis à la fin, le truc disparaît dans les limbes, quoi. Ça, c'est insultant, c'est humiliant et c'est décourageant. Et donc à la fin, juste t'attends que ça passe. Tu te dissocies, en fait. Il y a des gens, ils se dissocient au travail. C'est-à-dire qu'ils essaient de penser à autre chose. C'est violent de se dissocier. Hein. On se dissocie quand on subit des agressions. Enfin, du coup, les phénomènes de dissociation, c'est super violent. Donc, ce qui est intéressant, et moi je pense que ce qu'il faut cultiver,
c'est les histoires. Faut créer des histoires. Enfin, faut raconter ces histoires, des moments où on n'a plus eu de chef, les moments où le chef était absent, les moments où on a saboté le travail du chef. Et ça, il y a pas mal d'anecdotes dans le livre, hein, de gens qui, le chef avait, ils ont tellement pourri le chef qu'au bout d'un moment il s'est barré. Là, ils n'ont pas eu de chef pendant deux mois, c'était incroyable, ils ont fait des trucs géniaux, etc. Et ils ont réussi à faire en sorte de ne plus en avoir. Alors souvent, ça se finit mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même un super chef qui est envoyé et qui déglingue tout. Mais globalement, il y a plein d'endroits où ça se passe comme ça, et je trouve que c'est toujours des histoires merveilleuses, parce que, et c'est pareil dans les grèves c'est ça, hein, l'expérience de la grève, elle est utile en elle-même, parce que tu vois ta force, tu t'organises avec tes collègues, tu vois que plein de gens ont des compétences qu'ils avaient jamais exploité jusqu'à présent. Tu vois des gens qui se révèlent, qui se mettent à être brillants à l'oral, qui sont capables de créer des choses, etc. Donc c'est des expériences galvanisantes. Et donc il faut exalter cette culture-là, cette culture de la révolte. Nous, on essaie de faire dans Frustration à travers des articles, etc. Et puis il existe des espaces assez jouissifs là-dessus. Moi j'aime bien aller de temps en temps, je me fais un petit shot où je vais sur le groupe Facebook Nurshi de patrons à éclater au sol. C'est que des gens, allez-y, c'est que des gens qui racontent, il y a énormément de gens sur ce groupe, qui racontent comment ils ont mis la misère à leur patron en fait. Alors soit ils vont raconter un problème qu'ils ont eu et les gens vont les aider, donc c'est trop bien. Soit ils disent voilà comment j'ai démissionné avec grand fracas en laissant un tel avec les pâtisseries qui allaient périmer le lendemain. Souvent c'est beaucoup dans des métiers de service, dans la boulangerie, dans la restauration, etc. Donc quand on dit qu'on peut vraiment mettre son chef dans la merde si on se barre. Et c'est des histoires super. Et les gens les félicitent en disant « Ah, j'aurais trop aimé voir sa tête » et tout. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est une culture de la révolte qu'il faut mettre en avant parce que c'est des histoires de comment tu reprends ton autonomie au travail. Et ça participe d'une légende. Et le monde ouvrier a beaucoup cultivé ces légendes-là. La culture ouvrière, c'est aussi ça. C'est montrer quelle est notre force quand ils sont pas là, quoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se focaliser sur nos adversaires et qu'il faut exalter cette culture de la victoire aussi. C'est ces petites victoires-là. Donc il faut se les raconter, il faut les mythifier, il faut exagérer. Voilà, il faut faire des vidéos, il faut faire des articles là-dessus. Et nous, on va continuer de le faire en tout cas. Et ça nous permet de nous rendre compte du pouvoir qu'on a. Et effectivement, le pouvoir qu'on a, il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas dans le monde du travail. On n'est pas des enfants. Comme tu dis, on est des sachants et on l'est tous, à tout niveau hiérarchique. La plupart des gens savent mieux faire leur travail que ceux qui les possèdent. Vraiment, l'expérience, mais peut-être que moi je m'en suis rendu compte quand le plus frappant, c'est quand on rencontre des PDG d'un groupe ou d'une filiale. Parce que quand on fait des expertises, on veut comprendre pourquoi ils font telle réorganisation qui s'appelle We Better ou un truc comme ça. Donc on vient, on leur montre leur slide tout pété qu'ils ont externalisé à un cabinet de conseil. On leur dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce truc Et en fait, les PDG de filiales, ils ne connaissent rien à ce que font les gens. Et moi, je trouve que c'est des expériences, moi, qui m'ont beaucoup aidé. Ça m'a permis de démystifier complètement le pouvoir bourgeois. Je me suis dit, le PDG de telle entreprise de bouteilles d'eau minérale, il est un peu bébête en fait. Enfin, il connaît rien. Je pense qu'il sait pas comment on fabrique une bouteille plastique. Alors qu'à côté de ça, le technicien qui te raconte la logique de comment on fabrique une bouteille de plastoc. Alors, faut pas fabriquer de bouteille de plastoc, on est d'accord, mais c'est génial, quelqu'un qui te raconte son travail, qui te raconte les expérimentations qu'ils font pour faire les bouteilles de San Pellegrino et tout. Bah, lui, tu sens qu'il a vachement, que c'est un vrai sachant et tout. Et tu parles ensuite au PDG et tu vois l'écart. Et ça, ce genre d'histoire, ça doit être raconté. Parce que, en fait, eux, leurs compétences, ce qu'ils apprennent en école de commerce, c'est à nous impressionner. Et c'est à se sentir super fort. C'est à se sentir super supérieur à nous. Et ce qu'ils apprennent aux gamins en apprentissage, c'est à être soumis, c'est à pas protester, c'est que la vie, c'est trimer. Donc, en fait, il faut renverser cette culture-là, quoi. Voilà. On va prendre une dernière question, si ça vous va. S'il y en a une, d'ailleurs. Oui, je voulais simplement avoir votre avis sur le thème de la pluriactivité, parce que vous-même, vous avez plusieurs métiers, vous avez fait peut-être un peu aussi dans l'agriculture, mais j'ai du mal à voir ça comme un facteur d'émancipation. Parfois, ça peut être aussi un facteur d'aliénation, quand on se met par exemple en auto-entrepreneuriat, voilà, et je voulais avoir un petit peu votre analyse. Oui, très intéressant. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné à titre personnel et que j'ai beaucoup expérimenté, effectivement. J'en parle dans le livre, hein, c'est-à-dire que l'indépendance est quand même un horizon possible de fuite du salariat. Mais l'indépendance elle-même recèle énormément de pièges. Et d'ailleurs, le gouvernement a bien pavé ça de pièges. Le statut d'auto-entrepreneur est un piège lui-même, hein, parce qu'il y a un coût d'entrée qui est très faible. Il y a une réduction de cotisation
très importante sur la première année. Donc ça crée énormément d'illusions et de désillusions. C'est-à-dire passer de 10% de cotisation à 23%. D'ailleurs, le taux de cotisation des auto-entrepreneurs est en train d'augmenter vraiment. Donc en fait, ils sont en train de mettre fin à l'utopie qu'ils ont eux-mêmes créée après avoir emmené énormément de gens dedans. Donc c'est quand même un beau piège qu'ils nous ont fait. Oui, c'était Sarko, ouais, c'était Sarko, on l'a oublié lui, Sarkozy, dis donc. Il a créé l'auto-entreprise, c'était pour ça, parce que leur obsession c'est de faire baisser le chômage, donc ils créent des dispositifs qui permettent de sortir les gens fictivement du chômage. Macron, ça a été l'apprentissage, ça a permis de sortir énormément de gens du chômage pour les faire mieux s'exploiter et pour que nous on paye. L'auto-entrepreneuriat, ça a été pareil. Ceci dit, moi j'ai une approche très compréhensive de l'auto-entrepreneuriat, sans doute parce que moi-même j'y ai eu recours. En fait, je comprends que moi, ce que j'aime pas dans le capitalisme, c'est la division du travail, par exemple. Je trouve ça très violent de nous demander de nous spécialiser toute notre vie sur un truc, alors qu'on est des êtres vivants avec énormément de goût pour énormément de choses. Et donc, on nous fiche dans des métiers. Alors, le mouvement ouvrier a aussi contribué à ce que un peu sacraliser les métiers, parce que ça a été une façon de résister au patronat aussi, d'avoir des métiers. Parce que si tu as un métier que tu maîtrises, le patron, il va être obligé de recourir à toi, etc. Si tu dilues tes compétences en rien de plus exploité que les gens dont le poste, c'est un peu couteau suisse, comme on dit. C'est des gens, ils se font surexploiter. Donc, comment dire, je comprends cette envie de faire plein de choses. Pour ma part, moi, j'ai fait ça aussi parce que avec Frustration Magazine s'est nourri de nos expériences de milieux divers et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. On n'a pas envie de s'institutionnaliser, on n'a pas envie de devenir des surprofessionnels de la critique sociale, même si fatalement on est obligé de devenir un peu pour que le truc tienne la route. Mais moi, à titre personnel, j'aime bien évoluer dans différents milieux sociaux et professionnels pour éviter de devenir un peu une sorte de... Enfin voilà, tu vois, une espèce d'intello installé qui a peur de vexer des gens et tout. C'est compliqué. Et donc, tout ça pour dire que je comprends l'appétit de fuite du salariat et l'auto-entrepreneuriat crée quand même, l'indépendance crée quand même une chose, c'est que tu es plus en maîtrise de ton temps. Et ce qui est intéressant et inquiétant en même temps, c'est qu'il y a des études par exemple qui montrent qu'une majorité de Français dans ceux qui veulent quitter leur travail, seraient prêts à quitter un travail plus intéressant pour un salaire moindre. Donc c'est dire quand même comme on est face à des situations impossibles. C'est-à-dire qu'on en est là. On nous a tellement intériorisé l'idée que de toute façon on serait mal payé, qu'on est même prêt, mais on s'ennuie tellement à notre travail, on a tellement des petits chefs qu'on est même prêt à gagner moins, alors que déjà on gagne tendanciellement moins. Donc c'est un peu tragique. Mais moi je veux dire, je comprends cet appétit, je comprends la pluriactivité. Je pense que dans de bonnes conditions, elle peut être intéressante. Alors Marx disait, alors c'est une situation que j'ai retenue, mais alors je sais plus du tout où c'est, je suis un peu nul pour citer Marx, mais il disait un peu il y aura plus de peintres, il y aura des gens qui font de la peinture, je sais plus où est-ce qu'il dit ça, parce qu'il y aura des travailleurs associés, parce qu'on pourra s'associer les uns les autres sur des services sans forcément rapport de domination, sans extraction de valeur, et donc on pourra essayer des trucs, etc. Mais ça, c'est quand on aura mis fin au capitalisme. Dans le système actuel, malheureusement, on essaie dans notre coin de sortir du capitalisme, mais on y est sans cesse ramené malheureusement. Donc moi je pense que je ne serais pas sur une approche qui dit... moi j'aime pas trop quand tu as des gens de gauche qui disent le salariat c'est émancipateur, il faut défendre le salariat à tout prix. Franchement, non. Il y a des statuts d'indépendants où tu es de fait plus émancipé que des statuts de salariat. Il y a des gens qui disent oui, mais l'indépendance, c'est l'auto-exploitation. Moi, je suis pas... Attention avec ça, parce que l'exploitation, c'est quand même être exploité par d'autres. L'auto-exploitation, certes, c'est se faire du mal à soi-même, mais c'est quand même pas pareil. On en avait parlé ensemble, je crois. Mais moi, je pense notamment, quand tu parles de ça, je pense directement aux chauffeurs Uber ou aux livreurs. En fait, les chauffeurs-livreurs, c'est le pire, c'est vraiment le dark side de ce que c'est qu'en fait l'auto-entreprise. C'est vraiment toute l'exploitation en inculquant cette espèce de pseudo-conscience, tu es ton propre patron, et on voit qui se retrouve à s'auto-exploiter ou s'auto-patronner, soi-disant, sont les personnes racisées, les personnes précaires. Donc voilà. En fait, oui, malheureusement, ça a été l'occasion de semer énormément de pièges. Comme je dis, le piège se referme, puisque maintenant, ça va être de plus en plus difficile de gagner sa vie en étant même auto-entrepreneur. Mais voilà, je pense que
si on neutralise certains mécanismes, ça peut être intéressant, la pluriactivité, avec des limites que pointe Mona Chollet dans son dernier livre que je suis en train de lire là. C'est sur la culpabilisation. Je trouve ça intéressant de parler de cette idée, de faire un livre autour d'un sentiment. Et notamment, elle parle de la culpabilisation liée au travail. Et elle parle beaucoup d'ailleurs d'autoculpabilisation. C'est-à-dire que malheureusement, il suffit plus de plus avoir un petit chef qui nous intime une culture du surtravail. Il faut se désintoxiquer soi-même de son rapport au surtravail. C'est-à-dire qu'on a quand même été éduqué avec cette idée que vivre, c'est travailler, que le travail définit notre valeur, et se sortir de ça, c'est vraiment très difficile. C'est pas un truc que j'aborde trop dans le livre. Elle l'aborde mieux, et je vous le conseille. C'est très intéressant ce qu'elle en dit. Voilà. Merci à tous pour votre attention et surtout d'être venus. Ça nous fait très plaisir de vous avoir reçus. Vous avez un petit stand où vous pourrez acheter des exemplaires du livre auprès de la maison d'édition Les Liens qui Libèrent. Et merci encore pour cette soirée. On va traîner dans le coin pour répondre à des questions un peu plus personnelles. À bientôt.